Et si tu pouvais diviser ta facture de chauffage par 4 et changer le monde en même temps? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Vincent Legrand de Doremi, expert de la rénovation énergétique performante et partenaire de ce podcast. Salut Vincent. Bonjour. On va parler de Texas, de rénover sa maison ou son petit collectif quand t'es en appart de manière vraiment écolo, de sortir des millions de personnes de la précarité énergétique avec une solution écolo majeure qui en fait est sous nos yeux. Comme d'habitude, même si vous n'êtes pas proprio ou que vous n'avez pas de projet de rénovation à court terme, j'ai construit l'épisode pour que ce soit super intéressant pour tout le monde parce que y a des gros enjeux d'intérêt général passionnants derrière tout ça. Et en toute fin d'épisode, il y a une super opportunité qui là concerne tout le monde, qui risque de t'intéresser. Mais avant de parler de Doremi, on va parler de ton histoire, Vincent. Ta famille est dans le bâtiment depuis 5 générations. Donc apparemment à 12 ans, tu bossais déjà sur les échafaudages. Et tes parents, ils s'attendaient à ce que tu reprennes l'entreprise familiale dans le granit. Et toi, t'as fait non. Moi, ce que j'aime, c'est la physique. Et t'as fait des études d'ingé jusqu'à partir au Texas, dans cet état qui a tout misé sur le pétrole. Et là-bas, apparemment, c'est le choc. Tu vois de tes yeux que y a rien qui pousse parce que le pétrole pollue les sols et l'eau. T'as des puits de pétrole abandonnés sur le bord de la route et surtout des villes qui tombent en ruine et la misère des gens en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, pour commencer, comment ce voyage a été un déclic dans ton envie de contribuer à la transition énergétique en France ? C'est vrai que la confrontation avec la réalité du Texas, où j'allais plutôt pour casser mes préjugés et où finalement je les ai pas tellement cassés malheureusement. Au contraire, sur les je les ai renforcés sur le Texas. Vraiment, je connais pas bien le reste des États-Unis, mais pour le coup le Texas, pour y être resté un an, ça m'a permis en fait de prendre conscience de dérives. Dérives environnementales, mais aussi dérives sociales, culturelles, potentiellement aussi économiques, que je voulais pas voir dans mon pays, que je voulais pas voir en France. Et ça m'a vraiment fait un électrochoc. Donc, je suis resté au démarrage plutôt dans des sujets énergétiques, et je le suis encore aujourd'hui, clairement. Mais ce sont finalement des sujets énergétiques que j'essaye de traiter avec d'autres. On parlera de négawatts après, de façon systémique, comme on dit. Donc en rentrant, tu dis je veux contribuer à la transition énergétique et avoir une vision effectivement systémique, globale et pas juste produire un max d'énergie pour répondre à nos besoins. Oui. Et après plusieurs expériences, tu découvres l'association Negawatt, dont tu deviendras plus tard le premier salarié. Alors au départ, c'est vraiment un groupe de 12 copains hyper pointus sur les questions d'énergie qui bossent le soir et les week-ends pour construire des scénarios de transition énergétique pour la France sur si on veut garder une planète habitable, on va être obligé de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Voici comment on pourrait faire et à faire donc des modélisations. Au début, tout le monde vous traite de décroissant. Aujourd'hui, votre scénario, il est validé par l'ADEME et surtout, on vous demande, on veut suivre vos scénarios de transition. Comment on fait ? Et pour ça, justement, vous avez créé plein d'outils et d'organisations au sein du groupe Negawatt. Mais en matière d'énergie, il y a un sujet qui est assez choquant, dont on va parler aujourd'hui, c'est le bâtiment. 1/3 de toute la consommation énergétique française sert à chauffer nos bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'ils fuient. On a notamment 7,5 millions de maisons très mal isolées à rénover d'urgence. Donc voilà, il y a de grandes chances que chez vous, vous chauffiez surtout l'extérieur en fait. Et il y a une raison très simple apparemment, c'est qu'en France, on fait surtout des monogestes, donc des rénovations en silo. On va réparer, la toiture, le chauffage, etc. Est-ce que tu peux nous raconter des exemples d'absurdité quand on rénove justement en silo qui fait que 1/3 de notre consommation sert à chauffer l'extérieur ? Oui, alors peut-être déjà pour compléter les chiffres, il y a à peu près 45% de toute la consommation française d'énergie qui passe dans le bâtiment, soit le chauffage, soit l'eau chaude, soit l'électricité. Okay. Donc c'est vraiment majeur, c'est-à-dire que quand on cumule en gros l'industrie, le transport de marchandises, le transport de personnes, le bâtiment représente à peu près autant en termes de consommation en France, donc c'est juste énorme. Colossal, c'est vraiment colossal. Et là on parle même pas dans ces 45% de toute l'énergie qu'il faut pour produire les matériaux de construction, ils sont pas dedans. Donc on est vraiment sur des volumes extrêmement élevés. Et c'est vrai que si on focalise sur le chauffage,
qui est le premier poste de consommation en France, on est sur 33%. Donc 1 kWh sur 3 consommé en France, l'est pour chauffer nos bâtiments. Et pourquoi on chauffe nos bâtiments ? On chauffe nos bâtiments parce qu'ils fuient. Ça, c'est quelque chose que les gens, peut-être nos auditeurs en particulier, n'ont pas forcément en tête. C'est que s'ils allument le chauffage chez eux en hiver, c'est pour compenser les pertes de leur bâtiment. C'est parce que leur maison, leur appartement, leur bureau fuient en termes de chaleur, à travers les murs, à travers la toiture, à travers la ventilation, à travers les portes et fenêtres. Ouais. C'est à cause de ça que l'on doit mettre des systèmes qui chauffent dans nos bâtiments, qui s'appellent des chauffages, et qui consomment de l'énergie. Parce que si c'était extrêmement performant énergétiquement, on n'aurait pas ou très peu besoin de chauffer, c'est ça ? Exactement. On sait faire aujourd'hui, alors en neuf, pas en rénovation, on sait faire aujourd'hui des bâtiments sans chauffage. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait le faire aujourd'hui que dans le neuf, et c'est pas le neuf qui va nous permettre de sauver, on va dire, cette situation, dans la mesure où l'essentiel du parc bâti 2050 existe déjà aujourd'hui. On considère qu'à peu près 80% des bâtiments qui seront là en 2050 existent déjà aujourd'hui. Okay. Donc, on a peut-être 20% de marge de manœuvre, mais ces 20%, en fait, c'est la rénovation, quoi. Voilà. Et donc, le gros enjeu sur les 33 millions de maisons et d'appartements qui sont en résidence principale aujourd'hui, qui sont les gros parcs consommateurs, enfin, qui sont les gros parcs consommateurs de chauffage. En gros, on considère qu'il y a 20-21 millions de logements qui sont prioritaires à rénover. Ouais. C'est globalement tous ceux construits, on va dire avant 1990, à rénover d'ici 2050. Pour 2050, il reste 24 ans. Le temps de monter en puissance, en gros, il faut qu'on rénove de l'ordre d'1 million d'appartements ou de maisons par an d'ici 2050. Alors que globalement, il y a du boulot. Voilà, on est sur aujourd'hui moins de 100 000, enfin de l'ordre de 100 000 rénovations. Il faut qu'on fasse un x10. Oui, parce qu'en général, il y a 6 postes de travaux dans une rénovation, donc la toiture, les murs, les sols, les menuiseries, la ventilation et le chauffage. Voilà. Vous avez une approche globale justement pour atteindre la performance, mais il faut pouvoir coordonner tout ça. Mais c'est pas le cas la plupart du temps, justement, parce que dans la plupart des rénovations, en fait, tu vas, je sais pas, isoler à l'intérieur, et puis après tu mets ta fenêtre au milieu du mur, mais en fait, oui. C'est comme un barrage où il y a des trous, quoi. Enfin, ouais. Ça c'est vraiment important de le rappeler, c'est que en fait, on sait éviter que la chaleur parte à condition de raisonner vraiment de façon globale sur le bâtiment. C'est-à-dire que quand on regarde pour rénover énergétiquement une maison ou un bâtiment d'appartement, le gros enjeu, c'est de regarder l'ensemble des postes de travaux. Donc, tu les as cités, je les redis parce qu'ils sont vraiment structurants. Pour les personnes qui veulent réduire leur facture de chauffage, isoler la toiture, isoler les murs, isoler le sol. Parfois, le sol, on a des difficultés, donc on a des compensations qu'on peut mettre en œuvre. Mais voilà, ça, c'est pour l'isolation, avec évidemment les fenêtres et les portes extérieures. Et on a également 2 systèmes, système de chauffage, système de ventilation. Ce sont les 6 postes de travaux qui sont déterminants pour obtenir la performance énergétique, donc effondrer nos consommations énergétiques. Aujourd'hui, ce qu'on constate en France, c'est que ce ne sont pas du tout les pratiques. On n'a pas du tout la pratique habituellement de rénover ces 6 postes. Très souvent, on fait 1 ou 2 postes. J'ai l'habitude de dire que le sport national au niveau thermique en France, c'est soit changer sa chaudière, soit changer ses fenêtres. Ce qui est assez aberrant pour les fenêtres typiquement, c'est un des postes les moins rentables. Et souvent, on met les fenêtres comme elles étaient avant. C'est-à-dire au milieu du mur, et mettre des fenêtres au milieu du mur et ensuite se dire oulala, il faut que j'isole. Et ben, on est sûr de mal faire les choses parce que des fenêtres qui sont posées au milieu du mur, on ne sait pas bien derrière isoler ce qu'on appelle les tableaux, donc ce qui entoure la fenêtre. On laisse souvent cette partie-là non isolée quand on isole par l'extérieur ou par l'intérieur. Et le problème de la chaleur, c'est qu'elle passe massivement par les points faibles de l'isolation.
Oui, la Donc, performance tout d'une notre enjeu, rénovation, voilà, c'est ça ses se points mesure faibles. à ses points faibles, quoi. Exactement comme un barrage, tu l'as mentionné. Un barrage, en fait, si on fait un énorme barrage avec des dizaines de mètres de béton, mais qu'on laisse par-ci par-là quelques trous, l'eau va massivement passer par les trous. Ouais. C'est pareil sur la chaleur, hein, qui peut être considérée comme un fluide, un peu comme l'eau, finalement. On peut la modéliser de la même façon. Tous les jours, il y a des gens qui t'appellent en disant je comprends pas, j'ai changé mes fenêtres et j'ai de la moisissure qui apparaît. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de moisissure? En fait, quand vous changez vos fenêtres, vous avez un phénomène qui intervient, qui est que les fenêtres qui étaient très fuyardes avant, où l'air passait à travers, ça, vous n'avez plus. Vous mettez des nouvelles fenêtres, vous n'avez plus d'air qui passe à travers, parce que les fenêtres récentes, elles sont davantage étanches à l'air qu'auparavant. Donc il fait plus chaud. Mais du coup, oui, vous perdez moins d'énergie par le renouvellement d'air. Le problème, c'est que vous n'avez plus ou beaucoup moins de renouvellement d'air qu'avant. Ouais. Et donc, vous avez des polluants et de la vapeur d'eau qui s'accumulent dans la maison, dans l'appartement, qui ne sont pas renouvelés s'il n'y a pas une bonne ventilation, ce qui est le cas de l'essentiel des logements en France. Ouais. On n'a pas des bonnes ventilations. Et donc, on se retrouve avec un taux d'humidité dans l'air, dans le logement qui augmente fortement. Et on se retrouve avec des champignons qui se développent, parfois en quelques semaines. Hein. On a des coups de fil, généralement au bout de 3 semaines, en hiver, quand les fenêtres viennent d'être changées, de gens qui nous disent « mais je comprends pas, j'ai de la moisissure, pourtant j'ai changé mes fenêtres, j'ai fait de la rénovation énergétique. » Non, en fait, voilà, la rénovation énergétique, c'est pas ça. Il n'a pas justement cette approche globale où on fait attention aux interfaces et du coup aux ponts thermiques. Ça, disons que les artisans sont formés dans leur secteur. Un chauffagiste va être formé sur son secteur de chauffage, un menuisier sur ses fenêtres et ses portes. Mais la rénovation performante, la rénovation énergétique performante nécessite effectivement une coordination entre les différents postes de travaux et les différents corps de métier. Effectivement, dans 95% des rénovations énergétiques, au mieux, tu gagnes à peine une classe énergétique sur ton DPE, ton diagnostic de performance énergétique, donc c'est vraiment de la loose. À cause justement de ces rénovations en silo. Et en même temps, faire une rénovation globale, c'est long, c'est compliqué, c'est cher. Tu dois identifier 5-6 métiers différents, du chauffagiste, du plombier, de je sais pas quoi, trouver des devis raisonnables, piloter les travaux. Et les artisans, c'est souvent des indépendants, donc ils n'ont pas non plus forcément l'habitude de se coordonner avec d'autres corps de métier. Les subventions, c'est compliqué, pas adapté, ça change tout le temps. Bref, c'est assez hardcore, et c'est pour ça que vous avez justement lancé Doremi. Donc c'est une filiale de Negawatt, l'association à but non lucratif qu'on a évoqué, où justement vous proposez des rénovations globales et performantes pour améliorer le confort des gens chez eux et réduire leurs factures drastiquement. Donc concrètement, vous accompagnez tous les ménages, même les plus modestes qui veulent rénover leur maison ou leur petite copro. Voilà, ça part des premiers questionnements où tu te poses 100 milliards de questions. Combien ça coûte, à quelle aide j'ai droit, qu'est-ce qui est pertinent de faire chez moi, à quel point je peux améliorer mon DPE ou pas, jusqu'à la remise des clés, en passant par le montage financier. Vous les aidez aussi à récupérer toutes les aides possibles de ma prime rénov, les prêts à taux zéro, etc. Donc votre innovation, ça semble un peu absurde, mais en fait, c'est juste, entre guillemets, évidemment, de faire travailler ensemble des groupements de 3, 4, 5, 6 artisans locaux sur un chantier. Donc, des artisans de métiers complémentaires que vous avez formés vous-même à travailler ensemble pour faire pas juste des rénovations globales efficaces et pas juste additionner des trucs à droite à gauche qui n'ont pas forcément de cohérence. Oui. Et au final, ça va beaucoup plus vite parce que vous pouvez rénover de manière complète une maison en 3-4 mois. Et en fait, à la fin, l'écrasante majorité de vos maisons, elle a un DPE de classe A ou B. Enfin, c'est spectaculaire. Concrètement, les gens, ils peuvent espérer diviser leur facture de chauffage par combien? Alors, en moyenne, aujourd'hui, on est sur une division de la facture de chauffage de 4 à 8, par 4 à 8. Donc, en gros, voilà, très, très souvent, pour prendre des chiffres, on est sur on part de maisons qui sont de classe énergétique E, F ou G, c'est très fréquent en France. Ouais. Ces maisons-là, généralement, elles consomment entre 3 500 et 4 500 euros de facture de chauffage par an. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et surtout, ce qui est énorme dans des maisons où on a froid. Parce que on paierait ça et en plus t'as froid, voilà. Parce qu'il y a des effets de parois froides, donc on a vraiment, avec les fenêtres, avec les murs qui sont mal isolés ou pas isolés du tout, on a vraiment un effet de froid. C'est pour ça qu'on chauffe tant, pour essayer de compenser.
entre 1/3 et 2/3 des Français se plaignent d'avoir froid l'hiver malgré le chauffage. Donc ça c'est, je dirais, le point de départ pour nous. C'est 4 000 €, on va dire, en moyenne de chauffage, qui augmente chaque année en fonction de l'inflation des prix de l'énergie, de 5 à 10%, donc plusieurs centaines d'euros par an de plus. Ça va s'améliorer. Voilà, pour avoir froid, c'est quand même cher payé. Et donc tout l'enjeu côté d'Aurémy, c'est d'avoir montré que l'on sait effondrer ses consommations et passer à 500, 600, 700, 800 € de chauffage par an. Donc 50, 60 € par mois. Exactement. On a des cas entre 30 et 40 € par mois. J'aimerais trop avoir cette facture. Voilà, une maison moyenne de 100 ou 120 mètres carrés, c'est très fréquent. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de montrer que atteindre ce niveau-là de performance est possible. Ça a été vraiment un défi pour nous pendant plusieurs années parce que personne n'y croyait. Très concrètement, personne n'y croyait. Tout le monde nous disait ces rénovations performantes, ces rénovations qu'on appelle aussi BBC, bâtiment basse consommation. On nous disait mais ça c'est fait pour les riches et ça restera un petit marché de niche dans un coin. Et nous, ce qu'on disait, avec les travaux de Negawatt que tu as cités tout à l'heure, qui dès 2003 a montré que l'enjeu c'était d'avoir ce niveau-là pour l'ensemble du parc bâti français en 2050. Il faut que tous les bâtiments français aient ce niveau-là de performance en 2050. Et Negawatt, à l'époque, avait dit, attention, ça veut dire un gros volume de rénovation annuelle qui est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut augmenter, il faut former les gens, etc. Ça, c'était fait dès 2003. Ça a été validé ensuite par l'ADEME en 2012 et ça a été inscrit dans le Code de l'énergie en 2015 et dans le Code de la construction en 2021. Donc il a fallu des années, presque des décennies, pour faire reconnaître par les acteurs politiques que ces analyses étaient justes. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça lunaire que tout le parc immobilier se soit considéré comme normal, qu'on jette autant d'argent par les fenêtres, alors qu'en fait il y a une solution hyper simple qui est sous nos yeux, et à la fois du coup la solution est hyper simple, donc c'est à la fois révoltant et à la fois on est là mais trop bien, il y a un truc super simple qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Je reviens sur super simple. Tu as mentionné tout à l'heure que c'était, il y avait quand même pas mal de paramètres à aligner. Donc c'est là où aussi on est intervenu. C'est en fait ce qui est difficile, on va dire, dans la montée en puissance de cette rénovation performante, c'est qu'il faut faire en même temps plusieurs actions. Il faut avoir des entreprises formées qui sont capables de proposer et mettre en œuvre ces rénovations. Il faut avoir des gens qui accompagnent les ménages pour les soutenir dans leurs choix techniques et dans les montages financiers. Et il faut avoir des mécanismes financiers qui permettent d'investir plus que ce qu'on fait aujourd'hui en moyenne en France. Très fréquemment, quand on dit aux ménages vous voulez rénover énergétiquement, combien vous voulez mettre pour votre rénovation, très souvent, les gens ils nous disent moi je peux mettre 2 000 €, 5 000 €, parfois 10 000 €. Une rénovation performante, il y a quelques années, c'était 60 000 €. Aujourd'hui, on a des rénovations à plus de 100 000 €. Donc, on est sur des investissements beaucoup plus élevés que ce que les gens ont en tête, mais en même temps, il y a un modèle économique derrière. Ces trois éléments d'éco-prêt, de MaPrimeRénov', donc de subvention et d'effondrement de la facture de chauffage, constituent un modèle économique et financier. Oui, parce que là, j'ai peur qu'en lâchant des chiffres de 50 à 100 000 €, tu fasses très peur à tout le monde, alors que justement, c'est autofinancé par un prêt à taux zéro et remboursé par les économies que tu fais ou la valeur que prend ton logement. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de mensualité, par exemple, pour que ce soit plus concret? Parce qu'il y a quand même la moitié des ménages que vous accompagnez qui sont modestes, donc c'est que c'est bien faisable et que c'est pas une loterie, quoi. Alors, très concrètement, on part d'une facture de chauffage de 4 000 € par an, 350 € par mois de chauffage. On passe dans nos rénovations, on va dire à 500, 600, 700, 800 € par an de facture de chauffage, c'est-à-dire, arrondissons à une soixantaine d'euros par mois. Donc déjà, tu t'économises 300 € par mois, quoi. Voilà, on économise, on va dire, entre 250 et 350 € par mois de facture de chauffage. En face, on va chercher un éco-prêt à taux zéro, 50 000 € sur 20 ans, ça fait 208 € par mois. Donc, très clairement, le ménage peut directement, dès le premier mois, avoir un peu d'économie sur sa facture de chauffage, tout en étant, donc facture de chauffage plus
mensualité de prêt, tout en étant dans un bâtiment qui est extrêmement confortable été et hiver. Mais donc là, tu as déjà 500 € tous les mois que tu n'as pas à sortir de ta poche, quoi. Voilà, et ça c'est vraiment fondamental en termes de dynamique, parce que ça permet aux ménages d'être sur un modèle financier où ils s'y retrouvent dès le début. C'est-à-dire qu'ils gagnent du pouvoir d'achat dès le début, alors qu'il fait un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Voilà, ça c'est fondamental d'avoir ça en tête, et ça c'est quelque chose qui n'est pas assez connu pour l'instant en France. Et ça, je voudrais le mettre en regard, et tu l'as cité tout à l'heure plusieurs fois, je voudrais le mettre en regard de la pratique française. Aujourd'hui, les ménages en France mettent des dizaines de milliards d'euros, ça c'est le cumul annuel des dépenses des Français, dans des rénovations énergétiques qui ne servent quasi à rien. Il faut le dire de façon un peu simple, hein. On jette un peu l'argent par les fenêtres. Tu gagnes max une classe sur ton DPE. C'est ça. Quand on dit jeter l'argent par les fenêtres, le fait de faire juste les fenêtres, ça veut dire qu'on met de l'argent, plusieurs milliers d'euros, parfois 5-10 000 euros, pour une réduction de consommation qui est de l'ordre de 5%, c'est-à-dire 1 an de hausse des factures de chauffage. Au bout d'1 an, l'investissement qu'on a mis dans les fenêtres est mangé. Et c'est à peu près pareil pour la plupart des systèmes de chauffage. On pourra peut-être reparler des pompes à chaleur tout à l'heure. Une pompe à chaleur dans un bâtiment performant, c'est un outil remarquable. Ça nous permet de faire des économies majeures. Une pompe à chaleur dans un bâtiment pas rénové, c'est une catastrophe. Voilà, ça c'est vraiment un élément important. Ce qu'on fait aujourd'hui au niveau national, qui est des petits gestes de travaux, isoler un bout de toiture par là, un bout de mur par-ci, une fenêtre, un chauffage, c'est vraiment pas c'est comme essayer d'endiguer le flot d'une rivière en jetant des petits cailloux dedans. La probabilité que ça arrive est quand même très très faible. Oui, donc on en parlera plus tard, mais il y a effectivement évidemment des enjeux politiques énormes pour beaucoup mieux avoir une approche systémique. Pour revenir sur les gens qui nous écoutent, qui potentiellement peuvent être intéressés, je sais que la plupart des gens qui rénovent, c'est souvent soit quand on achète, soit à la retraite. Mais pour info, la loi de transition impose, je crois que tu l'as dit, que d'ici 2050, toutes les maisons aient un DPE, une note énergétique de classe A ou B. Donc en fait, si vous avez acheté ou vous prévoyez d'acheter, vous risquez d'y passer tôt ou tard. C'est un peu le sens de l'histoire, que ça se généralise, et tant mieux qu'on ait des maisons de plus en plus, des logements de plus en plus performants. Pour bien comprendre comment ça se passe, le parcours de quelqu'un qui fait appel à vous, à Doremi, pour rénover sa maison. Quand un ménage nous contacte et souhaite avoir des informations sur une simulation pour une rénovation performante, alors déjà il peut passer par notre site internet. On a un outil qui s'appelle SimulRénov et qui lui permet d'avoir un premier niveau d'analyse en fonction de son positionnement. Quels sont les travaux qui pourraient être les plus pertinents pour voilà, exactement. On va chercher le DPE du logement en fonction de l'adresse quand il existe. Sinon, on fait des estimations, etc. Donc, on a un premier niveau. Ensuite, chacun peut nous contacter et on peut analyser chaque cas avec nos conseillers rénovation performante. Tout ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Et ensuite, on peut flécher, si le projet est validé, que le ménage nous dit, allez, j'ai envie d'avoir une offre par rapport à une rénovation performante. À ce moment-là, on flèche le ménage vers un accompagnateur rénov qui va permettre de faire l'audit initial sur la maison et de proposer un plan d'action au niveau de la maison. Voilà. Et donc Doremi est en appui par rapport aux entreprises de rénovation et aux accompagnateurs pour faire le montage financier, faire tout le travail qu'il faut pour s'assurer que la rénovation soit réellement performante. J'insiste sur un point, c'est que en fait on a un deal avec notre réseau d'artisans. C'est que on ne les met en lien avec les ménages qui nous contactent que en conditionnant le fait qu'ils fassent de la rénovation performante telle que on leur a demandé de les faire en formation. De toute façon, vous contrôlez à la fin que... Alors, pas à la fin, justement. On contrôle tout l'enjeu de la performance. On l'a dit un peu rapidement tout à l'heure, tu as parlé d'interface, je réinsiste un peu là-dessus. Un des gros enjeux de Doremi, un des gros apports de Doremi, ça a été de montrer que faire des travaux, c'était une chose, mais si on fait parfaitement les 6 postes de travaux sans les articuler entre eux,
on va se retrouver avec des problèmes. Il faut coordonner, il faut que les portes et les fenêtres soient bien articulées avec l'isolation des murs, eux-mêmes bien articulés avec l'isolation de la toiture, bien articulés avec la ventilation et le chauffage. Sinon, on se retrouve avec des pertes de chaleur à cet endroit-là. Et donc, tout notre enjeu, c'est de contrôler dès la formulation de l'offre par notre réseau d'artisans que ces points-là ont bien été pris en compte dans l'offre au ménage. Et donc, on intervient avant même que notre réseau d'artisans fasse une offre au ménage. Et ensuite, on contrôle sur chantier et par différents moyens, des visites évidemment, mais un outil qui est extrêmement puissant, c'est le test d'étanchéité à l'air. Donc, si je récapitule, vous prenez rendez-vous sur votre site Doremi Rénovation avec un conseiller en performance énergétique. Vous pouvez même faire visiter votre maison gratuitement et du coup clarifier les travaux que vous voudriez faire ou pas. 2, du coup, vous les mettez en relation avec un accompagnateur travaux et un groupement d'artisans formés à la rénovation performante, rénovation énergétique performante, beaucoup d'adjectifs. Et 3, du coup, vous restez quand même, Doremi assure le pilotage du chantier. Et donc, au-delà de faire des grosses économies de chauffage, comme on l'a vu, en fait, une maison performante énergétiquement, ça a plein d'avantages parce que ta maison prend de la valeur. Je crois que ça gagne en moyenne 70 000 euros plus cher à la revente qu'à l'achat, en ayant décompté les travaux par rapport à si vous aviez pas du tout fait de travaux. On l'a dit, t'es mieux protégé face aux futures hausses du prix du gaz, de l'énergie globale. T'as une maison chaude en hiver, mais aussi froide en été, ce qui devient un enjeu majeur parce qu'il y a plein de gens qui vivent dans un sauna chaque été maintenant où il y a les canicules. Bon, c'est évidemment plus écolo. Et il y en a un qu'on oublie souvent. J'aimerais beaucoup que tu nous en dises un peu plus. Ça permet d'améliorer grandement la qualité de l'intérieur. Encore plus, par exemple, si t'as un bébé, par exemple. Oui, ça c'est vraiment important. On sait depuis bien longtemps maintenant que l'air intérieur en France est très pollué. L'ANSES, donc l'agence sanitaire, avait fait une étude et estimé à plus de 20 000 la surmortalité annuelle liée à la mauvaise qualité d'air intérieur. Parce qu'on ventile pas bien. Alors, parce qu'on ventile pas bien, mais parce qu'on a des produits à l'intérieur qui émettent des polluants. On a les systèmes de chauffage peuvent émettre ou de cuisson peuvent émettre des hydrocarbures, des imbrûlés, etc. On a du formaldéhyde, des vêtements. Ont du formaldéhyde, même le bois naturellement a du formaldéhyde, les peintures, tout ce qui est colle, carrelage, papier peint, etc. Enfin, tout ça émet des polluants. Je parle pas de la colle qu'il y a dans le bois, de l'aggloméré, donc du contreplaqué ou aggloméré qu'on met beaucoup dans nos logements aujourd'hui. Donc tout ça, en fait, ça émet au fil du temps et ça s'arrête pas. On dit souvent qu'il faut aérer un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Le formaldéhyde, qui est un cancérigène certain, est émis tout le long de la journée. Donc, il ne faut pas que l'on s'arrête à l'ouverture des fenêtres le matin et le soir. Il faut qu'on mette des ventilations qui soient continues et performantes. Et de notre côté, en fait... Je trouve ça fou parce qu'on parle énormément de la facture de chauffage et tu te dis pas qu'il y a des enjeux de santé publique et qu'en fait c'est majeur. Une ventilation qui assainit correctement l'air, ça te permet de vivre plus longtemps en bonne santé et de pas avoir des maladies cardiaques, respiratoires, même neurologiques. C'est un point important de comprendre que une rénovation performante, c'est pas juste isolé comme un bourrin, c'est aussi assurer la ventilation. Et vous justement, vous êtes battu pour faire reconnaître dans la réglementation, dans la définition de rénovation performante, ajouter le fait que c'est atteindre la classe énergétique A ou B, mais en assurant le renouvellement d'air à toutes les étapes. Voilà, à toutes les étapes, c'est important. On a plusieurs façons d'atteindre la performance, en une fois ou en plusieurs fois, on pourra finir aussi. Mais l'enjeu de renouvellement d'air est fondamental. Et ce qu'on a choisi côté Doremi, dans la plupart des cas, on met un type de ventilation qui est encore très très peu utilisé en France, mais qui devient la norme en Europe. Voilà, c'est une ventilation double flux. Alors, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une ventilation qui récupère la chaleur l'hiver et qui récupère la fraîcheur l'été et qui permet d'avoir à la fois un renouvellement d'air qui est parfait, c'est-à-dire calé sur les niveaux hygiéniques qu'il faut, tout en ne dégradant pas la performance du logement. Et du coup, on a des très très bons retours des ménages qui au départ sont un peu sceptiques
nous disent, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un respirateur artificiel? On a eu ce terme-là plusieurs fois. Et derrière, ils nous disent, oula, ça, vous n'avez pas intérêt à me l'enlever, parce que ça, j'ai l'impression de vivre avec la qualité d'air en forêt extérieure, et tout en étant avec un confort de chaleur ou de fraîcheur. Donc c'est pas juste une question de température, il y a un vrai ressenti différent dans les pièces. Oui. C'est aussi un enjeu extrêmement social, en fait, parce que quand on parle de rénovation, on peut vite penser qu'on s'adresse à des ménages de classe moyenne ou aisée, et c'est en partie votre cas, mais pas que, parce que justement, moi, je trouve que votre projet est encore plus inspirant, et pour à peine vous connaissez depuis au moins 10 ans quand j'étais chez Ashoka, parce que la moitié de vos rénovations, c'est pour des ménages modestes. Et pour une raison très simple, le parc immobilier français, c'est une bombe sociale à retardement. Il y a des millions de maisons qui sont classées énergétiquement E, F ou G, qui paient, on l'a dit, 3-4 000 euros de chauffage par an, plus effectivement 200-400 euros d'augmentation par an du prix du chauffage qui flambe, ou juste tu subis, quoi. Bref, il y a 1 million de ménages en grande précarité qui ne paient plus leurs factures. C'est énorme. Et 4 à 5 millions de foyers précaires qui règlent encore, mais qui sont vraiment en galère. La bonne nouvelle, c'est que on a une bonne partie de la solution avec la rénovation énergétique performante. On sait faire. Maintenant, la question, c'est, on l'a dit, comment est-ce qu'on passe de 70 000, 100 000 rénovations performantes par an à 500 000? Oui, en fait, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, c'est pas du tout dans les logements sociaux qu'on a la précarité énergétique. Généralement, les logements sociaux sont plutôt bien rénovés. Les bailleurs sociaux sont souvent à la pointe de cette partie-là. C'est dans le parc locatif qu'on peut avoir des ménages en précarité, en situation de précarité, sous forme de locataires, mais ça c'est surtout en appartement. Par contre, en maison individuelle, donc pour mémoire, on n'a pas cité le chiffre, mais 56% des logements français sont des maisons. On pense souvent, quand on passe à rénovation, on pense souvent à des grandes barres d'immeubles. En fait, non. L'essentiel des logements français, c'est de la maison individuelle, 56%. Et là-dedans, on a énormément, on a des millions de ménages en situation de précarité énergétique qui sont des propriétaires occupants. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient locataires en centre-ville, ils voulaient devenir propriétaires, ils ont souvent acheté en banlieue des bâtiments, des maisons abordables, c'est-à-dire généralement de classe énergétique F ou G, et ils se retrouvent avec un genre de double peine entre la facture de carburant qui augmente et la facture de chauffage qui augmente également et qu'ils n'avaient pas prévu. Voilà. Et donc tout l'enjeu de la rénovation performante, c'est de systématiser la sortie de la précarité énergétique de ces personnes qui sont des petits propriétaires occupants, sans capacité de payer 4 ou 5 000 euros de chauffage par an, ce qui est en train d'arriver là avec la hausse des prix de l'énergie. Voilà, donc la rénovation performante, c'est aussi un enjeu social, en plus d'être un enjeu sanitaire, on l'a dit juste avant, en plus d'être un enjeu évidemment environnemental, ça c'est assez évident en termes de gaz à effet de serre et d'énergie. Voilà. Et c'est par ailleurs un enjeu industriel, on n'a peut-être pas le temps de tout détailler, mais voilà, cet enjeu de sortie, de désamorcer la bombe à retardement social, c'est vraiment un enjeu majeur, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Ouais, et puis c'est des familles, nous, vraiment, 100 euros ou même 500 euros, ça peut être encore plus, d'écart par mois, c'est énormissime, et c'est des sous que tu peux pas louer à autre chose, je sais pas, qui partent en vacances ou qui peut-être parfois sautent des repas, il peut y avoir plein de... Je sais pas, est-ce que toi, tu aurais en tête des exemples de familles que vous avez pu aider, l'impact que ça a pu avoir dans leur vie? J'en ai beaucoup, oui, parce qu'on travaille... Dans le cadre, tu as bien fait la séparation entre les ménages en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui payent encore leur facture de chauffage et qui se chauffent, mais qui ont des tensions, parce que le budget énergie augmente, et les ménages en situation de rupture, qu'on appelle les ménages en situation de grande précarité énergétique. On travaille depuis maintenant plusieurs années avec le collectif Stop Exclusion énergétique, qui travaille spécifiquement sur ces ménages en situation de grande précarité énergétique, 1 million de ménages en France, tu l'as dit. Et donc, on a au quotidien des gens qui ne se chauffent plus, concrètement, qui sont à 10-12 degrés dans leur logement. Et ça, on sait que c'est catastrophique d'un point de vue, évidemment, sanitaire, d'un point de vue pour les enfants, d'un point de vue développement. Et ça, c'est vraiment un des éléments que l'on voit au quotidien avec les acteurs avec lesquels on travaille,
les compagnons bâtisseurs, réseau Cohabitat, etc. Ce qu'on arrive à montrer dans ce cadre-là, c'est que on n'a pas d'opposition entre la dynamique écologique et la dynamique sociale. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Pour moi, ça a été le premier secteur sur lequel on a vraiment pu montrer cette partie-là. On a une convergence entre les deux sujets. Converger, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc on a des ménages. Vous changez des vies, du coup. Et en plus, c'est rentable. Enfin, mieux rénover, ça permettrait de générer 9 milliards d'euros par an pendant 30 ans, dont des millions de taxes publiques. Je crois que l'Allemagne a fait le calcul. 1 euro investi dans la rénovation énergétique, ça génère 2 à 4 euros de recettes fiscales pour l'État. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Oui, c'est un chiffre qui date un peu, celui que tu mentionnes là, mais c'est la KfW, donc l'équivalent de la Caisse des dépôts allemande, qui avait sorti ce chiffre-là il y a une dizaine d'années, avec le mécanisme qu'ils avaient mis en place, qui sont finalement assez proches des nôtres. Le seul problème qu'on a, c'est que côté français, c'est qu'on a des stop and go permanents de la politique publique, ça depuis plusieurs dizaines d'années. Enfin, ça fait. On va investir et puis on s'arrête. On va investir. Ça fait plus de 20 ans que je bosse dans le domaine et on a toujours eu ça. En gros, on n'a jamais passé plus de 6 mois avec une stabilité des mécanismes financiers. L'Allemagne a été beaucoup plus stable et donc a pu davantage sécuriser sa montée en puissance en termes de rénovation. La difficulté en France, c'est qu'on a du mal à avoir cette continuité. Par contre, ces chiffres-là, moi, je les endosse totalement. C'est-à-dire que ce qu'on constate de notre côté, c'est que pour effectivement 1 euro investi par l'État sous forme d'éco-prêt, de financement d'éco-prêt taux zéro, de TVA à 5% ou de subvention ma prime rénov', génère donc ce que disait l'Allemagne, c'est entre 11 et 14 euros de travaux. Je ne sais pas si on est à ces niveaux-là en France, mais on est sur des niveaux qui doivent pas être loin, et qui eux-mêmes génèrent 2 à 4 euros de recettes fiscales et sociales pour l'État. Donc il y a un vrai enjeu de dynamique économique et industrielle et sociale qui peuvent converger sur ces sujets-là. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent ça. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs industriels. On a de plus en plus d'acteurs bancaires avec qui on échange sur ces sujets-là. On a les ONG environnementales, les ONG de précarité énergétique qui sont alignées, des associations de consommateurs également, des bureaux d'études, des think tanks. Il nous manque encore une prise de conscience au niveau politique et des acteurs qui portent ce regard. Ça, on a vraiment du mal à avoir. C'est encore considéré comme un coût par le gouvernement, la rénovation énergétique, alors que c'est un investissement. D'où l'enjeu d'éduquer sur ces sujets, comme on le fait là, ou comme vous le faites très bien sur les réseaux ou dans les médias, et on n'aura pas le temps de le creuser, mais vous faites aussi beaucoup de plaidoyer pour justement passer cette bascule et ouvrir la brèche pour qu'on ait une vraie politique ambitieuse qui, derrière, qui demande que à libérer ce barrage, justement. Oui, et peut-être, si je prends une seule image, moi qui me vient à l'idée quand je travaille sur ces logiques de rénovation, c'est que on transforme du pétrole qui vient de différents endroits, d'Arabie Saoudite, de plein d'endroits différents, du gaz qui est venu encore il y a pas longtemps de Russie, d'Algérie. On transforme ces ressources fossiles qui polluent et qui génèrent des conflits à travers le monde en emplois locaux de qualité et non délocalisables. C'est parce qu'en fait, un éco-prêt à taux zéro, qui finalement à 208 euros est proche de l'économie d'énergie que l'on génère, ça veut dire que on baisse des consommations énergétiques, donc de l'importation, et on met à la place des investissements sous forme de travaux, de réaliser au niveau main-d'œuvre par de l'emploi local. Donc c'est vraiment une machine, c'est cette transition-là que porte Négawatt en général, et qu'on peut faire dans le bâtiment, qu'on peut faire ailleurs aussi, mais qu'on peut faire en particulier dans le bâtiment avec les outils qu'on a aujourd'hui. Oui, si on peut transformer cet argent qui part en fumée, toi tu dis pour chauffer les oiseaux, j'aime bien, plutôt dans la main-d'œuvre en France qui rénove, c'est gagnant-gagnant, quoi. Exactement, c'est ce mécanisme-là. C'est du gagnant-gagnant, et peut-être même du gagnant-gagnant-gagnant-gagnant, parce que il y a l'État, il y a le ménage, il y a l'artisan, il y a l'industriel, il y a le banquier, il y a vraiment l'ensemble de ces acteurs-là. Les territoires, on n'en a pas parlé, mais c'est ancré dans les territoires. Donc ce qui me tient à cœur, c'est que on arrive à aligner opérationnellement les choses, et ça, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin de ça. Donc, si jamais vous êtes artisan, vous connaissez des artisans, évidemment, n'hésitez pas à jeter un œil à Doremi pour éventuellement rejoindre le réseau. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent une maison vraiment performante énergétiquement,
avec une facture quand même divisée par 4 à 8, moi je dis pas non, ou juste poser mille une questions à un conseiller sur ce que vous pouvez faire, envisager, vous faire financer, etc. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit et parler de votre projet à un pro. Pour ça, rendez-vous sur rénovation-doremi, comme les notes doremi.com, où je vous mets le lien en description. D'ailleurs, vous avez aussi un podcast qui s'appelle Rénovez-moi, avec plein de conseils et d'histoires par où commencer pour rénover sa maison de manière écolo et efficace surtout. Est-ce que tu aurais un message justement pour les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par une éventuelle rénovation chez Doremi? Oui, je pense que ce qui est important, c'est que ils se donnent la possibilité d'avoir une vision un peu globale sur leur maison ou sur leur logement, qu'ils sortent en fait des pratiques habituelles. Je change mon chauffage, je change mes fenêtres, et qu'ils se donnent la possibilité de regarder plus grand, de regarder plus large. Il y a des moyens de faire ça. Voilà. Okay. Donc ça, c'est vraiment, en termes de regard, de positionnement, c'est dans le sens de l'histoire que de faire ça, et ils seront gagnants, et ça leur coûte rien d'explorer cette partie-là. Et si vous n'êtes pas tous propriétaires et pas tous en train de rénover en ce moment, ce qui est sûrement probable, mais que vous trouvez, comme moi, ce projet incroyable, justement, Doremi, vous venez d'ouvrir une campagne de financement citoyen sur We Do Good, où n'importe qui peut investir un peu d'argent et récupérer son argent d'ici 5 ans avec en prime un pourcentage très intéressant du chiffre d'affaires de Doremi que vous verserez du coup tous les trimestres à vos investisseurs. Tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Oui, alors on a déjà 1 millier d'actionnaires citoyens au capital de Doremi. On a des actionnaires de l'économie sociale et solidaire et 1000 citoyens. Ça vous appartenez pas à une méga multinationale. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure de Negawatt qui a une partie effectivement du capital, mais on a aussi des acteurs citoyens. Et là, on lance un appel à soutien. Negawatt, c'est une association. Association et Institut Negawatt. Il y a 2 structures derrière. Ouais. C'est un peu complexe, mais et en fait, on lance un appel à soutien, alors pas sous forme de don. On n'est pas sur une logique de don, on est sur une logique de soutien, sous forme d'investissement. Alors c'est pas un investissement sous forme d'action. Je laisse les gens découvrir ce We Do Good. C'est un système assez ingénieux, assez innovant, qui permet d'avoir un contrat finalement avec Doremi qui nous permet de consolider en fait nos fonds propres, notre trésorerie, notre capacité d'action, très très simplement, tout en ayant un financement par trimestre. En fait, Doremi fait un retour de son chiffre d'affaires par trimestre aux investisseurs citoyens qui vont prendre part à cet appel à financement. Voilà. Donc si vous avez envie de soutenir cette mission sociale, sanitaire, écologique, économique, ce projet assez stylé, et que malheureusement vous n'avez pas de grosse rénovation à faire en ce moment, je vous mets le lien en description pour participer à la campagne. Merci Vincent. Merci à toi. Et de faire ce podcast en partenariat avec vous, avec Doremi. Si vous voulez rénover votre maison, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit sur rénovation-doremi.com. Et si vous connaissez quelqu'un qui paie trop de chauffage ou qui est en train d'acheter, n'hésitez pas à lui parler de Doremi. Ça peut quand même lui faire énormément d'économies. Ciao Vincent, ciao tout le monde, à dimanche prochain. Merci, au revoir.